Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargne-étude qui en fait plus. Bienvenue au balado à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, j'ai beaucoup de questions pour deux nutritionnistes parce que je veux savoir comment pouvons-nous désamorcer des situations parfois avant même d'arriver à la table lorsqu'on veut présenter à nos enfants des aliments, si on veut, redoutés. Certains enfants diraient des aliments arc. Et vous savez, là, les aliments qui peuvent les déranger de par leur allure, peut-être un petit peu moins intéressante, leur odeur qui peut être forte, ou même leur texture qui peut être dérangeante au début. Nous, comme parents, souvent, on veut leur faire goûter un éventail d'aliments, mais c'est pas toujours facile. Alors, on va tenter d'avoir des trucs aujourd'hui, des astuces, des conseils. Et j'ai poussé la réflexion un petit peu plus loin à savoir, est-ce qu'on peut se permettre parfois de dissimuler certains aliments dans une galette, dans une boulette? Si nos enfants nous posent des questions, est-ce qu'on dit toujours la vérité? Par exemple, vous faites une croquette de poisson. D'habitude, ils veulent pas en manger. Mais là, ils la trouvent excellente. Puis ils vous disent, « Hey, les parents, est-ce que c'est une croquette de poulet? » On dit quoi? En 2022, est-ce qu'on a le droit de leur en passer une petite vite? Est-ce que c'est une bonne idée à long terme? Bref, ça fait partie des questions que je vais poser aujourd'hui à deux nutritionnistes, soit Mélanie Magnan, alias Nutrimini. Je sais, vous l'adorez. Je suis très chanceuse qu'elle soit revenue pour la saison 2. Et également une autre nutritionniste que vous allez apprendre à découvrir, Andréane Dufour-Bouchard, qui est nutritionniste et chef de projet pour le groupe Équilibre. En fait, c'est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion d'une saine image corporelle. Ce que l'on veut, là, c'est valoriser le fait que tous les corps sont beaux. Alors, je pose ces questions-là à ces deux professionnels. Et également, j'aimerais vous inviter, si vous voulez un complément d'information, à aller écouter ou réécouter l'épisode 3 de la première saison qui s'appelle « Facilitons l'heure des repas ». Je pense vraiment qu'avec aujourd'hui, ce sont deux épisodes complémentaires parce que vous le savez, le but, c'est que, ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment important pour moi parce que j'avoue qu'en tant que maman, parfois, quand je cuisine, je me dis comment ce repas-là va être reçu de mes enfants. J'ai un garçon donc de 2 ans, 4 ans, une fille de 6 ans et je ne sais pas si c'est en lien avec les sensibilités, vous allez me le dire, mais des fois, les aliments qui sentent fort, par exemple, je vais nommer asperges, choux de Bruxelles, poisson. Les aliments, des fois, qui ont une texture qui peut être différente. Exemple, asperges, pas évident à mâcher quand on est petit de l'asperge. Chez nous, c'est pas un succès instantané. Est-ce que mes enfants sont normaux? Est-ce qu'on est dans une famille normale? Est-ce qu'il y a des critères que la science nous montre que, il y a des aliments qui sont peut-être plus longs à découvrir pour les enfants? Bien, j'aurais le goût de dire les légumes. Tu sais, c'est sûr que les légumes en partant, ils ont un goût qui est un petit peu plus amer. Fait que c'est donc plus long à apprivoiser en partant qu'un aliment sucré là, pour lequel on aurait facilement, là, tu sais, que ce serait plus facilement accepté. Puis c'est sûr, tu sais, les odeurs qui vont venir déranger, évidemment, là, ça c'est sûr aussi. Est-ce que les odeurs dérangent, même chez les enfants qui ne sont pas catégorisés ou étiquetés, j'aime pas ça, mais de hypersensibles? Parce qu'on parle beaucoup d'hypersensibilité, mais je veux dire, je sais pas moi, des œufs à la coque, ça sent fort pour tout le monde, là. J'aurais le goût d'avoir un ergo avec nous pour répondre vraiment à cette question-là de manière précise. Mais tu sais, je pense que si c'est des aliments qu'on n'est pas habitué de cuisiner dans la maison, puis on cuisine soudainement un poisson, puis on n'en mange jamais, c'est sûr que ça va venir un petit peu... ça va amener l'enfant à se questionner sur qu'est-ce qu'on mange. Ça sent étrange, un mode aussi de protection, là, de se dire ça sent pas bon, pourquoi j'aurais envie de manger cet aliment-là? Ça sent pas bon, j'ai pas envie de... OK. Mais là, j'aurais vraiment le goût d'avoir un ergo avec nous pour pousser plus le côté sensibilité. Là. Je pourrais poser la question, oui. Puis quand on mange aussi avec les sens beaucoup. Tu sais, des fois, les adultes, on oublie peut-être, on est peut-être occupé à penser à donner du lait à un, puis se préoccuper de l'autre, puis se lever, puis s'asseoir, puis manger de façon moins concentrée. Mais les enfants, eux, vont aussi bien être sensibles à ça. Tu sais, ça sent pas bon, c'est une drôle de couleur. Tu sais, c'est comme un peu de l'inconnu. Puis je pense qu'aussi, ils ont un registre plus limité, tu sais, de connaissances puis d'exposition à une variété d'aliments. Donc ça aussi, tu sais, nous, si on se faisait inviter à un endroit ou dans un pays où c'est des choses qu'on mange pas jamais, qu'on n'a aucune idée c'est quoi, on aurait peut-être certaines
réticence aussi. Fait que je pense que les enfants, c'est un peu ça aussi, tu sais, de travailler un peu l'exposition, les amener tranquillement à reconnaître ces aliments-là, dire oui, ça, tu connais pas ça, ou on l'a fait déjà dans telle recette, ou tu sais, d'avoir un petit peu cet élan-là de leur faire découvrir, ça peut aussi aider. Mais je pense qu'il y a certains aliments qui sont assez reconnus pour être impopulaires ou très populaires chez les enfants. Fait que je pense que c'est normal aussi, là. Je pense pas que c'est anormal dans ta famille, bien au contraire. OK. Mais justement, si on prend l'exemple des fruits de mer, on s'entend, ça peut avoir une odeur quand même assez forte, une texture qui peut être caoutchouteuse. Je pense à la crevette ou même le pétanque, s'il est beaucoup cuit, ça a une texture un peu caoutchouteuse. On le présente sur la table, ça amène là, les enfants, « Ah non, je veux pas goûter. » OK. Est-ce qu'on fait un deuxième plat? Disons, on va prendre l'exemple du repas au centre de la table. Est-ce qu'on fait un deuxième plat, une deuxième protéine, mettons, qui pourrait être sécurisante ou gagnante? Je sais pas, un poulet, par exemple. Ou est-ce qu'on dit, c'est correct si t'en manges pas, mais voici ce qu'on a. Il y a des fruits, des légumes. Comment on joue avec ça pour continuer à les exposer? Parce qu'on sait qu'un enfant, ça peut prendre plusieurs expositions avant qu'il accepte d'y goûter. Mais en même temps, on aimerait quand même s'assurer qu'il mange à sa faim. Bien, je pense à deux choses. La première chose, c'est oui, là, le repas au centre de la table, comme tu le nommes, là, c'est sûr que ça permet à l'enfant de se familiariser avec l'aliment sans qu'il soit obligé de le goûter. Moi, je nomme toujours qu'il faut faire attention de pas tomber dans le piège un peu du buffet chinois. Je veux pas avoir 50 options sur la table. Mais oui, si je mange un plat, par exemple, comme des tacos, où les crevettes se prêtent bien, mais je pourrais décider d'offrir 2 options. Il y aurait du poulet puis des crevettes, puis l'enfant pourrait choisir. Mais moi, j'aime que ce soit quand même le même repas qui est mangé sur la table, mais avec des petites variantes. C'est important, ça. OK, donc, par exemple, présenter un taco au poulet ou au bœuf et aussi d'avoir des crevettes. Donc, tout le monde mange des tacos, mais tu mets ce que tu veux à l'intérieur. Exact. Je trouve que ça l'enlève un petit peu de pression, là. Puis pour nous, on se le cachera pas, mais toujours faire 2 repas ou toujours faire 2 protéines, c'est long aussi. Absolument. Puis l'autre chose que j'aurais dit, c'est au niveau... tu sais, on peut encourager l'enfant à goûter, tu sais, on le force jamais, mais on peut aussi, tu sais, rappeler qu'il n'est pas obligé de goûter avec sa bouche, tu sais. Il peut... Aujourd'hui, pour lui goûter, ça peut être de regarder l'aliment puis de le détailler, tu sais, prendre le temps de regarder à quoi il ressemble. Une autre journée, il peut avoir le goût de goûter avec son nez. Fait qu'est-ce qu'il sent, cet aliment-là, justement? Oh, tu sais, je trouve que ça sent fort. Ça va prendre peut-être quelques repas avant que je m'habitue à un aliment qui ferait un drôle de bruit, un bruit croquant, goûter avec les oreilles. Fait que ça peut aussi amener l'enfant à le découvrir tranquillement, là, l'aliment. Ah, mais là, j'apprends quelque chose. C'est vrai, j'avais pas pensé. Laisser le droit, parce que souvent, on dit, on joue pas avec notre nourriture, mais justement, je sais pas, le pétanque, on peut le prendre, puis on peut essayer de l'ouvrir un plus gros, là, voir que, y a certains filaments à l'intérieur, tout ça. Donc, toi, tu favoriserais que les enfants touchent à la nourriture? Oui, la découverte par tous les sens, là. Puis c'est sûr, les doigts, absolument, là. Tu sais, souvent, moi, je vais dire aux parents, là, lâchez prise avec les ustensiles. Votre enfant n'a pas besoin de manger proprement. Quand il touche avec ses doigts, là, c'est tellement des points qu'on a fait parce qu'il est en train de vraiment découvrir l'aliment avec tous ses sens, là. Fait mais même nous, hein, tu sais, des bonnes côtes levées entre amis, c'est pas mal meilleur quand on mange ça avec nos mains que quand on mange ça avec notre fourchette, notre couteau, là. Ça fait partie du plaisir. Oui, c'est vrai. Puis j'ai envie d'ajouter aussi un complément à ce que tu dis. Tu sais, effectivement, de faire toujours 2 repas, c'est compliqué. Ouais. Mais des fois, comme parents, on connaît les préférences puis les petits dédains de nos enfants. Fait que de prévoir aussi quelque chose dans le repas qu'on sait qu'il va aimer, qu'il va pouvoir manger aussi, tu sais, que ce soit des crudités, des morceaux de fromage pour mettre dans son taco, par exemple, même s'il n'aime pas les crevettes. Puis peut-être aussi d'avoir l'idée, quand on prépare un peu notre plan de qu'est-ce qu'on va manger pendant la semaine, de se faire plaisir puis de manger des choses qu'on aime comme parents, mais aussi de temps en temps, dans quelques repas, d'inclure des choses que nos différents enfants vont aimer. Comme ça, des fois, je sais qu'on a peur que les enfants mangent pas assez ou qu'on s'inquiète, mais les enfants ont mangé avant dans la journée d'autres repas, vont remanger le lendemain. Donc, même s'ils mangent pas tout le repas ou même s'il leur manque un peu de protéines, des fois, on suranalyse en termes de nutriments les aliments parce qu'on veut bien faire puis les faire grandir puis tout ça, mais c'est pas nécessairement grave non plus parce qu'ils vont se reprendre puis leur corps va s'équilibrer dans ses besoins là, au fil des jours aussi. Puis, on veut bien faire comme parents, les exposer à beaucoup de diversité. Je pense que maintenant, au niveau culinaire, hein, on est très ouvert, on va chercher des aliments d'un peu partout à travers le monde. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Si notre enfant de 2, 3, 4, 5 ans, lui, il aime beaucoup, beaucoup le pâté chinois, le macaroni puis le spaghetti. Je veux dire, moi, je repense des fois à mon enfance. Puis, oui, il y avait autre chose que ça, mais j'en ai quand même mangé beaucoup et ça ne fait pas qu'aujourd'hui, je ne suis pas épicurienne et au contraire, moi, j'aime goûter à plein d'affaires, mais j'ai pas nécessairement été mise en contact avec la mangue ou les épices indiennes, par exemple, quand j'étais bébé, là.
Mais je pense vraiment que oui, là, aujourd'hui, là, c'est complètement différent l'alimentation qu'on a versus auparavant. Puis c'est très challengeant pour les enfants parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à une tonne de nouveautés. Là, on va cuisiner des plats de plein de nationalités là, en même temps. Fait que c'est correct d'avoir nos classiques familiaux qui sont sécurisants puis de les servir sur une base régulière. Je vu une étude cette semaine qui passait qui disait qu'on avait à peu près une moyenne de comme 15 recettes qu'on fait en boucle qui reviennent. Puis c'est correct. C'est ça le jeu du spaghetti, c'est si bon. Ça sécurise les enfants. Puis je pense que c'est important d'en avoir puis d'intégrer au travers de ça un petit peu de nouveauté, mais de leur laisser aussi le temps de s'adapter à tous ces nouveaux aliments-là. Puis de pas oublier que c'est un enfant, une carotte en rondelle, une carotte en cube, puis une carotte en bâtonnet, pour lui, c'est pas un aliment, c'est 3 aliments différents. Fait que faut lui permettre d'avoir plusieurs expositions à ces aliments-là pour se familiariser. Là. C'est important. C'est vrai que ça, souvent, on le tient pas en ligne de compte, mais le fait de râper, ne serait-ce que le fromage, tu nommais tout à l'heure ajouter des cubes, mais un fromage en cube froid versus un fromage chaud, ça sent pas toujours la même chose, ça n'a pas la même texture, un mozzarella versus un cheddar. Donc, pour les enfants, ça vient stimuler divers sens. Puis nous, on dirait que parfois, les adultes, on oublie. C'est comme, on fait du fromage. Ouais, mais pas tout à fait. T'as nommé tantôt, là, puis ça m'a un peu... c'est venu me chercher, tu disais, on ne force jamais les enfants. Ça, on le sait maintenant. Avant, c'était beaucoup comme ça. Là, que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, mange, sinon t'auras pas de dessert. On le sait que c'est pas une pratique à favoriser. Par contre... Je vais peut-être me faire lancer des roches, mais moi, chez nous, mon deuxième, entre autres, des fois, il s'assoit à table. Là. Ah, je vais pas manger ça, ça me tente pas. OK. Je force pas, mais j'attends un peu. Puis je dis, t'es sûr, tu sais, t'aimerais pas ça goûter, tout ça? Puis souvent, là, mettons 5-7 minutes plus tard, il va y goûter, il va adorer ça, puis il va en manger 2 fois. Fait que si j'avais comme baissé les bras au premier, ça me tente pas de goûter, mais il n'aurait pas goûté, puis il n'aurait pas découvert que finalement, il aimait ça. Je veux dire, elle est où la ligne entre je le force et j'essaie un petit peu de le convaincre, si je peux utiliser ce terme-là, à y goûter? Mais ce que j'entends dans ce que tu as dit, t'as suggéré de goûter, t'as encouragé. T'as pas dit ça me fait vraiment de la peine si tu goûtes pas parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'amour puis d'effort à préparer le souper. Tu sais, comme là, c'est du chantage, la négociation. C'est là où il faut pas aller. Tu sais, on peut encourager, mais pas forcer. Puis tu sais, quand tu nommes aussi que ça fait 5-7 minutes, tu sais, moi, il y a une règle chez nous, t'es obligé de venir à la table. T'es pas obligé de manger, mais t'es obligé de venir à la table, partager un moment en famille. Oui. Puis on le sait que d'être à la table avec des pères qu'on aime, ça sécurise. Fait que ça peut faire que là, justement, le 5-7 minutes fait « Oh, papa, maman que j'aime, mes frères, mes sœurs que j'aime sont en train de découvrir ce nouvel aliment-là. » Sont pas morts. Fait que je devrais pouvoir y goûter puis être correct. OK. Donc, le temps peut être notre allié. Je dis pas de patienter 2 heures, mais OK, de voir donc que peut-être son frère, sa sœur, ses parents en mangent, ça amène une variable de sécurité. Oui. C'est aussi l'influence qu'on voit où, tu sais, des fois, les parents vont nous dire « Ah, mon enfant mange super bien au service de garde puis il mange pas à la maison. » Mais l'influence des pères, tous les petits amis au service de garde qui mangent le même repas aussi. Puis des fois, l'enfant aussi, il a pas envie d'arrêter de jouer. C'est comme un petit peu sa limite de je veux pas, ça me tente pas trop de venir manger. Puis des fois, quand le temps passe, justement, ça permet un petit peu de donner envie de goûter ou finalement, là, ils ont faim ou ils voient que, comme tu disais, je pense que l'ambiance au repas, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup aussi. Là. Puis tu parlais tantôt des attentes. Est-ce que c'est correct que nos enfants soient pas épicuriens? On pense beaucoup comme parents, encore là, en termes de nutriments, les aliments qui vont faire grandir nos enfants. Mais un autre volet qui est super important, qui contribue aussi au bagage qu'on veut leur transmettre, c'est toute l'ambiance du repas puis la relation avec les aliments. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important selon moi parce que les connaissances, ils vont pouvoir les acquérir éventuellement au besoin, mais le fait d'aimer ça, venir s'asseoir, le fait de raconter sa journée, le fait de sentir que justement, ils seront pas forcés, puis de sentir qu'ils vont pouvoir manger à leur faim quand même parmi ce qu'il y a, puis de sentir qu'il y a des nouveaux aliments, puis qu'on se compte notre journée, puis que c'est plaisant le moment du repas, c'est ça sur le long terme qui est important. Puis je pense que des fois, on est très focusé sur le court terme. Oh mon Dieu, il a pas fini son assiette, il a pas mangé beaucoup aujourd'hui, il aime pas le brocoli, c'est compliqué les repas, mais en même temps, quand on se projette dans quelques années, tu sais, le climat, je pense que c'est le plus important. Puis aussi, ce qu'on va leur présenter, évidemment, comme parents, tu sais, en présentant des aliments variés, en ayant nous-mêmes une relation positive avec la nourriture, ça va être le meilleur modèle pour eux. Puis qu'ils aient des connaissances ou pas, ça va faire en sorte qu'ils vont quand même vraiment développer une relation positive qui, éventuellement, est associée à un meilleur équilibre alimentaire, qui est aussi associée à la santé. Donc, tout ça, ça va comme ensemble, puis c'est du long terme, dans le fond, là, en termes d'attente. Là. Mais quand tu parles justement d'ambiance à la table et de sécurité, est-ce que l'idée
que soit les parents mangent plus tard. On voit ça des fois, hein, nos tout petits, ils reviennent de la garderie, ils ont faim, il est 5h05. Mais là, nous, on a dîné à 13h. Fait que nous, on souperait plus vers 19h. Essayez peut-être, dans notre routine familiale, de trouver une heure, soit leur donner une collation supplémentaire ou nous, essayer de dîner un petit peu plus tôt. Bref, pour trouver un moment afin qu'on mange tout le monde à la table. J'imagine vous favorisez pas le fait que les parents, peut-être le vendredi, samedi, ça peut arriver, là, mais se refassent un souper quand les enfants sont couchés à 20h. Moi, c'est toujours le point qui me rend mal à l'aise parce que je le dis dans mes formations à quel point c'est important d'essayer de prendre le repas en famille. Puis je le sais que pour des parents, c'est difficile. Surtout, je dirais, quand c'est leur premier enfant. Parce que, tu sais, ils sont comme pas rendus là où ils voient pas l'importance parce que c'est encore un très jeune enfant. Puis ils se disent, ben c'est correct. Mais le modèle qu'ils ont aussi à jouer, l'enfant peut pas apprendre à aimer les légumes s'il voit pas leurs parents manger des légumes. Tu sais, c'est toujours de la misère, je la dis toujours à l'envers, là, mais tu sais, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Exactement. Tu sais, je pense que ça me parle vraiment beaucoup. C'est que le parent va dire, ben moi, je veux qu'il mange des légumes, oui, mais il ne voit jamais ton enfant, toi, en manger des légumes. Fait que, tu sais, je marche tout le temps sur des œufs parce que je veux pas les froisser, je veux pas qu'ils pensent qu'ils font pas la bonne chose. Puis, tu sais, on s'adapte chacun à notre réalité. Mais si on est capable de se donner un objectif en termes X, tu sais, de souper par semaine, en famille, peut-être pas les 7, mais au moins le plus possible. Ben oui, le vendredi, là, faites-vous un super amoureux plus tard, mais tu sais, la semaine dans la routine, puis tu sais, je comprends qu'en très jeune âge, là, le souper va devoir être un petit peu tôt parce que les enfants sont pas capables de patienter. Puis, des fois, ils ont dîné à 11h à la garderie. Ils ont faim terrible. Mais quand ils vont arriver à l'école, là, la routine va embarquer, puis on va être capable de souper à 6h, 6h30, de trouver un entre-deux. Fait que l'espèce d'effort de devancer le souper, il est comme pour une petite période. Puis l'investissement, là, au niveau du retour pour ouvrir son répertoire alimentaire, là, il vaut la peine. Ça vaut la peine. Hein? Pour favoriser la découverte, est-ce que l'idée de présenter aussi les mets pourrait être intéressante? On parlait tantôt de diversité culturelle. Tu sais, je sais pas, mettons des tacos. On m'a expliqué que ça vient du Mexique. Puis parler un petit peu de l'histoire avant, pas nécessairement toujours à la table, mais présenter aux enfants ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Bon, je trouve que le souper déconstruit au centre, ça aide déjà, mais peut-être même en parler quand on fait la planification pour la semaine ou quand on va à l'épicerie. Est-ce que ça, ce sont des facteurs qui peuvent amener nos enfants à avoir un peu plus envie de goûter? Bien, tous les moments à l'extérieur du repas, moi, je pense que c'est les moments qu'on doit le plus utiliser parce que les enfants ressentent une certaine pression quand même au moment du repas, normalement, ce qu'ils n'ont pas à l'extérieur des repas. Fait que ce soit des albums jeunesse, tu sais, vraiment lire une histoire où il n'y a pas de morale là, d'aliment, justement, où on est vraiment dans le plaisir. Tu sais, je pense le livre « Les dragons adorent les tacos », tu sais, on a fait des tacos la semaine dernière, puis mon plus jeune est allé chercher le livre. C'est pas un livre de recettes, mais il regardait les photos, puis « Ah, papa, t'as-tu mis des poivrons? T'as-tu mis du fromage? » Donc, tu sais, vraiment d'utiliser ces moments-là à l'épicerie. Puis, effectivement, si on a un mets spécial, ça peut être intéressant d'expliquer là, la provenance. Si on fait une nouvelle soupe asiatique à la maison, là, moi, j'ai couru après des feuilles de limier que moi-même, j'avais jamais achetées, mais de le montrer aux enfants. Jamais acheté ça. Pour leur faire... oui. dans les Laurentides, on les cherche. Ben oui, c'est pas toujours évident à trouver, mais oui, c'est une bonne idée, effectivement. Oui. Tu sais, des bricolages avec des circulaires, tu sais, juste des choses pour leur faire toucher, tu sais, leur faire découvrir, leur montrer des fruits à l'épicerie, les amener faire l'épicerie. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident, ça dépend des contextes, mais c'est une belle sortie. Oui, puis ils peuvent choisir des choses, choisir les pommes, mettre-les dans le sac avec moi, prépare, mets les petites choses sur le panier, sur le petit tapis pour faire payer à la caisse et tout ça. Donc, c'est toutes des manières, Puis moi, je trouve que c'est intéressant d'aller au-delà juste du nutriment puis de l'aliment, encore là, de présenter la provenance, la culture, l'histoire associée. C'est intéressant aussi d'inventer des histoires autour des aliments. Tu sais, c'est comme une autre manière d'avoir du plaisir puis de créer une espèce d'environnement positif autour de la nourriture. Là. C'est une très bonne idée. Puis je sais que chez nous, les plats principaux, des fois, entre autres avec ma plus vieille, c'est un petit peu difficile. Donc là, ce que j'ai fait la dernière fois, vous me direz que c'était une bonne idée, mais j'ai pris un livre de recettes, pour ne pas dire le tien, Mélanie. Et là, elle a ouvert... moi, je l'avais amené à la section, là, idéalement, les plats qu'on fait le soir puis qu'on peut, après ça, refaire en lunch. Puis je lui ai dit, regarde, il y a plusieurs recettes, feuille le livre, puis dis-moi lesquels t'aimerais que maman essaie. Finalement, elle m'est revenue avec une barre tendre. Je suis comme, ouais, excellente idée, on va la faire aussi. Mais là, je parlais d'un repas. On peut pas manger que des barres tendres. Mais au début, elle était pas sûre. Puis là, elle a pris le temps de regarder. Puis là, elle me dit, telle chose, penses-tu que... Finalement, on a fait une recette. On a modifié un ingrédient. Elle était super contente. Elle était fière même de dire à l'école que c'était son choix. J'avais l'impression que ça la valorisait de s'impliquer dans le processus. Mais c'est tellement important de leur apprendre à cuisiner puis de les impliquer. Tu sais, quand on parle, là,
faire de l'enseignement nutritionnel aux enfants, ça n'a pas d'impact à long terme sur le développement de leurs bonnes habitudes alimentaires. Ce qui compte, c'est justement de leur apprendre à cuisiner, qu'ils sachent qu'est-ce qu'on a dans un garde-manger à la maison, comment qu'on fait des muffins, justement. Fait que ça, là, d'apprendre ces bases-là le plus jeune possible, là, je pense que c'est vraiment ce qui va être le plus gagnant à long terme. OK. Et là, je ne veux pas taper sur la tête de personne parce que, en tout cas, je plaide coupable, ça m'est déjà arrivé, mais je veux savoir, je suis pas certaine que c'est des tactiques à privilégier, donc comment on pourrait faire, mais si on sait que certains aliments vont être moins appréciés, prenons l'exemple du brocoli, est-ce que ça peut être une bonne idée de l'intégrer à des galettes de légumes ou de le coincer dans une boulette de viande pour pas trop que ça rende compte? J'appelle ça un peu cacher les aliments que l'on redoute. C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Moi, je dirais pas dans la cachette, mais ça se peut qu'un enfant aime mieux un brocoli cru, un brocoli cuit, un brocoli en petits morceaux. Donc, de l'essayer sous différentes formes, je le présenterai plus dans cet angle-là, sans nécessairement le cacher. Mais si l'enfant dit qu'il y a du brocoli là-dedans, on dira pas non, c'est des aspirants. Non, ça marchera pas avec ça non plus, mais tu sais, de dire la vérité parce que c'est important que l'enfant puisse savoir que quand il mange quelque chose, ben c'est ça, il sait ce qu'il y a dedans, puis qu'il y a une confiance aussi par rapport à ce qui est dans les aliments. Puis je posais la question à ma fille de 5 ans, justement, avant de venir à l'émission. Je disais, je m'en vais parler d'alimentation pour aider les enfants des fois, tu sais, qui ont envie de manger moins certains aliments, à manger plus. Puis je disais, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, par exemple, si au lieu de dire que c'est des croquettes de poisson, ben on dit que c'est du poulet. Puis elle dit, ben non, parce que les gens, ils vont le manger, les enfants, ils vont le manger, puis là, ils aimeront pas ça. Mais tu sais, c'était toute sa petite réponse, toute spontanée, mais c'est vrai, tu sais, si tu penses que tu vas manger quelque chose, finalement, c'est pas ça, puis que t'aimes pas ça, ça te donnera plus envie de goûter après non plus. Donc, d'être honnête, puis d'assumer qu'à un moment donné, tu sais, le plaisir va venir, l'enfant va découvrir ça, puis que peut-être qu'il va l'aimer sous différentes formes, puis de le dire à l'enfant aussi, tu sais, ça se peut que toi, t'aimes pas le brocoli cuit, mais peut-être que tu l'aimes dans les croquettes, tu sais, tu peux goûter si tu veux, puis tu me diras ce que t'en penses, tu sais, fait que de le présenter un peu comme ça, ben ça fait en sorte que l'enfant sait toujours un peu à quoi s'attendre, puis qu'éventuellement, peut-être qu'il va l'aimer aussi. D'aimer quelque chose et de pas l'aimer sous une autre forme. Exact. OK. Donc, ouais, c'est ça, tu as amené l'exemple aussi. Bon, en vieillissant, je pense chez nous, ça passerait pas parce qu'une croquette de poulet dans le four puis une croquette de poisson, ça n'a pas la même odeur. Fait que déjà, moi, je pourrais pas l'hiberner à ce niveau-là. Mais de mentir, des fois, de dire justement quelque chose qui a une chair blanche, de faire croire que c'est du poulet au lieu du poisson, des choses comme ça, c'est pas l'idéal. Parce que j'imagine si l'enfant se rend compte qu'on ment, est-ce qu'après, ça peut le rendre encore plus méfiant à découvrir? Bien, absolument. Là, moi, l'exemple que je donne toujours quand je donne des formations, c'est ma mère, là, en jeune âge. Puis je t'aime d'amour, maman. Mais elle m'avait donné une crème de champignons, puis elle savait que j'aimais pas les champignons, puis elle m'avait dit que c'était une crème de poulet. Puis tout le souper, j'ai dit que la soupe goûtait bizarre. Mais je l'ai mangée. Ça goûtait pas le poulet. Bizarre. Puis à la fin du souper, elle me dit « Ha ha! C'était une crème de champignons! » Tu sais, fait qu'aujourd'hui, l'exemple que je donne, c'est que j'en mange toujours pas des champignons parce qu'après, j'ai clairement pas voulu goûter à l'aliment puis j'étais méfiante. Fait que c'est le risque d'augmenter la sélectivité puis la méfiance. Tu sais, le camouflage, ça peut marcher à court terme, mais pas à long terme. Parce que aussi, l'aliment, tu sais, comme tu disais, c'est qu'on le voit pas sous sa vraie forme. Fait qu'on n'apprend pas à se familiariser avec, on n'apprend pas à le reconnaître. Fait que c'est pas parce que il y avait des brocolis en purée dans mes boulettes que j'aime le brocoli. Si tu m'en mets dans mon assiette, j'en mangerai pas plus, tu sais. Fait que, tu sais, il faut peut-être s'enlever la petite inquiétude comme parent que notre enfant manque de nutriments, puis se demander, mais qu'est-ce qui me pousse à vouloir cacher plein de légumes dans les boulettes, là, tu sais? C'est quoi mon inquiétude? C'est qu'il manque de nutriments. Ah, il en manquera pas de nutriments. Tout est correct. Il mange des fruits, il mange tonnes d'autres aliments, s'il mange variés, puis que le médecin n'a pas d'inquiétude, c'est sûr qu'il couvre ses besoins nutritionnels. Fait que c'est juste peut-être pas la meilleure stratégie. Non, hein? Et pour conclure, est-ce qu'on pourrait dire que, étant élevé pour la plupart, je peux pas généraliser, mais pour plusieurs, avec encore là la culture des diètes, de calculer, de compter les protéines, les lipides, les glucides, puis là, on veut être sûr justement de pas en manquer. Ça nous amène à avoir des attentes envers nos enfants. Hein. Des fois, ils arrivent pour souper, puis ils n'ont juste pas envie de souper, puis là, on est comme paniqué, mais on oublie que finalement, ils avaient mangé 3 rôtis au déjeuner, parce que c'est là qu'ils avaient vraiment faim. Donc, de peut-être changer nos lunettes, nos attentes envers la présence d'aliments au repas et surtout la fameuse quantité de repas d'aliments ingérés. Moi, j'aurais le goût de dire leur faire confiance. Tu sais, lâcher prise sur le contrôle parce que le contrôle de la quantité leur appartient vraiment. Puis nous, on veut pas venir interférer avec leurs petits signaux internes. Fait que d'apprendre à leur faire confiance.
secondes. Puis en fait, tu sais, les enfants aussi ont des poussées de croissance, grandissent à leur rythme, bougent, puis ça peut influencer leurs besoins. Donc, c'est normal qu'un enfant, des fois, mange beaucoup. C'est normal, des fois, qu'un enfant mange moins, que chaque enfant mange à sa façon aussi. Donc, on dirait que les adultes, on est bien régulés dans des portions. Puis justement, comme tu disais, la culture des diètes, puis des quantités, puis des nutriments, mais il faut laisser les enfants, justement, respecter leurs signaux, comme tu disais. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, de les aider à préserver ça, même si c'est difficile comme parents pour nous des fois, mais effectivement de lâcher prise là-dessus puis de leur faire confiance. Et ça nous rappelle encore les bases de l'alimentation. On disait le parent gère où on va manger dans la maison, quand on va manger dans la maison et qu'est-ce qui sera sur la table. Mais c'est l'enfant qui va décider le combien et s'il mange ou s'il mange pas. Puis ça, il faut apprendre à respecter ça. Oh, lâche en prise. C'est un mot qui revient souvent. Bonne chance, c'est pas toujours évident. Puis je pense qu'il faut pas se taper sur la tête. Si on y arrive la majorité du temps, tant mieux. Puis c'est sûr qu'il y a des journées où on est peut-être un petit peu plus fatigué, mais garde. Essayons juste peut-être de prendre un pas de recul. Hein? Ce serait déjà une belle première étape. Ouais. Merci beaucoup, mesdames. Dans le segment coup de cœur cette semaine, j'ai choisi de vous faire, si on veut, une chronique pour vous partager des trucs, des astuces que j'ai développées chez moi et qui, j'espère, vous aideront chez vous afin de présenter des aliments qui peuvent être, disons, redoutés par nos enfants. D'abord, je me suis dit, moi, personnellement, le samedi soir, mettre une belle nappe, avoir de l'ambiance à table, de beaux ustensiles, je trouve ça intéressant. On dirait que c'est accueillant, ça me donne encore plus envie d'aller m'asseoir à table. Donc, pourquoi pas essayer ça avec nos enfants? Là, ici, je vous dis pas 7 soirs par semaine, quand on est pressé, quand on n'a pas le temps. Mais une fois de temps en temps, ou si vous savez peut-être que le repas que vous avez préparé risque d'être plus difficile pour vos cocos, eh bien, pourquoi pas tenter de le faire au moins dans une ambiance agréable, que ce soit, par exemple, on le disait, certains aliments dégagent des odeurs, donc pourquoi pas avoir une petite chandelle qui pourrait venir faire un certain équilibre. Ensuite, au niveau visuel, donc une belle nappe. Si vos enfants sont un petit peu plus vieux, pourquoi pas leur proposer d'utiliser de la vaisselle, des ustensiles de grands, d'adultes, par exemple, une fois de temps en temps, pour les rendre encore plus fiers, les amener vers l'autonomie tranquillement. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Si vos minis sont vraiment plus petits, eh bien, pourquoi pas avoir de la vaisselle adaptée à leur âge, à leurs besoins. Et là, j'aimerais, dans ce contexte-là, vous présenter une entreprise québécoise, Caramel et compagnie. Caramel avec un K. C'est Caroline Dubreuil qui a fondé cette entreprise-là. Elle, ce qu'elle se disait, c'est « J'aimerais trouver un coffret de vaisselle ». Quand je parle de coffret, on parle de bavoir, vaisselle, verre, ustensiles qui sont ludiques, éducatif, mais surtout bon pour l'environnement. Donc, on parle ici vraiment du matériel qui est 100% en silicone. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de BPA. Donc, quelque chose qui va durer dans le temps, qui est beau visuellement. Le choix de couleurs est très, très, très varié et également qui va donc stimuler une consommation responsable, autant au niveau de la fabrication du produit que du moment où vous allez en faire l'achat parce que ça va durer un certain nombre de temps si vous avez des enfants, donc de la vaisselle que vous allez pouvoir réutiliser avec plusieurs enfants. Je vais mettre le lien sous l'émission, mais je vous invite vraiment à aller voir le site Caramel et compagnie. Je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était leur jeu de bain. Jeu de bain en silicone, donc qu'on peut facilement nettoyer, ce qui évite les moisissures. Vraiment, je vous invite à aller jeter un œil. Également, j'ai découvert sur le site de la boutique Les Petits Mosus des emporte-pièces super intéressant, en forme d'animaux, entre autres. Il y en a pour le temps des fêtes. Oui, on peut faire, par exemple, des crêpes dans les emporte-pièces. La fin de semaine, parfois, on a un petit peu plus de temps. Mais pourquoi pas, des fois, une galette ou une petite boulette, les présenter dans un emporte-pièces? Ça peut être intéressant, c'est ludique. L'enfant, justement, peut vouloir prendre l'aliment dans ses mains, le toucher, parce qu'on sait que au-delà de le manger, le toucher, le sentir, ce sont toutes des façons d'apprivoiser la nourriture. Donc, avec des emporte-pièces, encore là, je vous dis pas 7 jours par semaine, mais une fois de temps en temps, je pense que ça peut venir égayer le repas. Et sinon, autre truc que j'ai développé à la maison, je sors mes livres de recettes et j'amène les enfants à choisir au moins un repas durant la semaine, à feuilleter, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent aimer. Bon, pour ceux qui ont la dent sucrée,
Je leur dis, OK, une recette sucrée, mais je les invite à choisir aussi une recette salée. Vraiment juste pour les amener à réfléchir à ce qu'ils ont envie de manger. Je vous dis pas que c'est un succès à chaque fois, mais souvent, ils vont vouloir davantage goûter ou ils vont être plus excités de manger le repas du soir s'ils l'ont choisi, s'ils l'ont décidé. Et je vous pointe ici 2 livres de recettes qui peuvent être intéressants, soit Le Chef C'est Moi ou Dessert Wow, tous les 2 publiés chez Pratico Éditions. Vraiment des recettes adaptées pour les enfants qui peuvent être faciles à faire et que vos tout-petits pourront réaliser avec vous parce que ça aussi, ça donne encore plus envie de manger quand on a cuisiné. Donc pourquoi pas le dimanche soir, par exemple, si vous faites votre préparation de la semaine, impliquez vos enfants dans le processus. Ça pourra aider pour la semaine à venir. Alors voilà, c'était mes petits trucs, mes petites astuces. N'hésitez pas à m'écrire, partagez-moi les vôtres. Ça me fera plaisir de les ajouter au compte Instagram du balado et aider encore plus de familles. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. Merci à vous de nous écouter en si grand nombre à chaque semaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook ou notre compte Instagram à la hauteur de nos tout-petits. Également, si vous nous écoutez via YouTube, prenez quelques secondes pour nous mettre un beau petit pouce en l'air, un commentaire. Vous pouvez m'écrire en privé aussi si vous souhaitez me partager des idées de sujets, par exemple. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vais certainement vous répondre. Merci à mes 2 invités aujourd'hui. Mélanie Magnan, nutritionniste, autrice également du livre Boîte à lunch 1 et 2, disponible aux éditions Pratico. Également, vous pouvez suivre son travail sur son site nutrimini.com. Il y a également Andréane Dufour-Bouchard, qui est nutritionniste pour le Groupe Équilibre. Groupe Équilibre, vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux, vraiment là pour la promotion d'une saine image corporelle. Ils vous donnent des trucs, des astuces, puis c'est jamais culpabilisant. Alors, c'est toujours intéressant à aller voir. Également, merci tout particulier à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour le montage et la musique originale. Merci à Kaleido de nous appuyer encore une fois pour la saison 2. Et moi, je m'appelle Maggie Bélanger et ça me fait toujours plaisir de vous jaser ça chaque semaine parce que c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits.